Séquence vidéo en direct du salon Salesforce World Tour à Paris, porte de Versailles au Parc Expo. Donc plus de des milliers de personnes, hein. Je ne sais pas exactement combien de partenaires, de clients sont ici pour parler des données, de la relation client, de toutes ces technologies au service de la transformation numérique et des nouveaux usages. Et justement, les nouveaux usages, on va en parler notamment dans le monde de la grande distribution avec nos invités. Je vous les présente tout de suite. Boris Lepoutre, directeur marketing de la chaîne de magasins Alinea. Bonjour Boris, merci d'être avec nous. Avec nous également Emmanuel Vivier, les cofondateurs du Hub Institute. Bonjour. Bonjour. Emmanuel et Sébastien Zins, vice-président en charge du secteur de la grande distribution chez Salesforce. Bonjour Sébastien. Bonjour Frédéric. Alors le thème de cette séquence, c'est l'entreprise étendue. Donc évidemment aujourd'hui toutes les entreprises sont forcément étendues. On fait intervenir ses clients, ses partenaires, ses fournisseurs. On va s'intéresser au parcours client. Sébastien, je vais commencer avec vous. Aujourd'hui, on l'a vu dans plusieurs des séquences vidéo qu'on a tournées ici, les données clients viennent de partout, du marketing, du commercial, des réseaux sociaux, et il faut réussir à repérer ce client, avoir un parcours client sans couture, j'ai envie d'appeler ça. Oui, je crois que nous sommes passés d'une expérience client qui était extrêmement fragmentée, avec des canaux et des silos qui correspondaient aux organisations de chaque entreprise, vers désormais quelque chose qui doit s'aligner, s'unifier, avec effectivement cette omnicanalité dont on parle beaucoup, ces parcours sans couture, qui fondamentalement correspondent à une attente désormais du client et des marques de trouver un facteur de différenciation. C'est vrai que pendant de très nombreuses années, on trouvait une différenciation dans ses produits, dans ses services, éventuellement dans ses prix. Et désormais, on constate que dans un nivellement de valeur et de prix, on doit chercher des poches de différenciation, surtout dans l'expérience client. Et pour cela, on a besoin d'aligner son parcours client, de ne plus avoir cette fragmentation que chacun d'entre nous vivons aussi au quotidien dans notre relation avec nos marques. Et surtout qu'on se rend compte que les clients aujourd'hui, il n'y a pas de clients monolithiques, quoi. Il y a des clients qui ils sont devant leur ordinateur, ils vont acheter en ligne, et puis le lendemain, ils passent devant le magasin, ils vont acheter le produit dans le magasin. Enfin voilà, il y en a très peu qui sont non, moi c'est plus que du en ligne, moi je continue à aller à tout prix en magasin. Voilà. Alors, ils connaissent la marque, enfin une marque, Alinea, on va en reparler dans un instant, et puis après que ce soit en ligne, enfin voilà, ils vont par tous ces canaux. Oui, je crois qu'effectivement aujourd'hui, c'est ce qu'apporte entre autres l'irruption massive du digital et du mobile au sein du foyer, que tout à chacun peut avoir. Je crois qu'un client peut vouloir contacter sa marque quand il le souhaite. Il a vraiment pris le pouvoir sur sa marque depuis de nombreuses années. Et donc l'entreprise doit réagir par rapport à ça. Elle peut plus se permettre de choisir elle-même quand et comment un client s'adresse à elle. C'est lui qui décide quand et comment. Et donc, on doit pouvoir contacter un client, que ce soit en mode un peu self-service par un outil mobile ou un navigateur web, ou en facial, ou à distance avec les fameux centres de contact, quel que soit le média que le client a utilisé. Boris Lepoutre, vous êtes directeur marketing d'Alinea. Rappelez-nous Alinea, combien de magasins Alinea, à l'heure actuelle, c'est 29 magasins en France, un 30e qui arrivera à la fin de l'année. Et puis un site e-commerce, c'est à peu près 50 millions de visiteurs par an entre le site et les magasins. Et alors, lorsqu'on préparait cette émission, vous me disiez 12% des ventes se font en ligne, ce qui est visiblement assez fort par rapport à la concurrence. C'est une bonne performance sur le marché du meuble et de la déco. Donc 12% du chiffre chez Alinea créé à partir du site. Et dans ce chiffre-là, il y a un client sur deux qui va au magasin retirer sa marchandise. Ce qu'on appelle le click and collect. Et ça, alors justement, c'est ce qu'on dit à l'instant. Voilà, il n'y a pas un profil type d'un client. Et aujourd'hui, vous devez être présent sur chacun des canaux. Alors comment on fait? À partir de quels outils? Comment on s'organise autour de ça? Une fois qu'on a développé ce click and collect, un client sur deux allait au magasin. Et là, il y avait les silos traditionnels de l'entreprise. Le client qui vient chercher sa marchandise, qui a un problème avec sa marchandise, qui la ramène. Ah, mais c'est une commande du web, c'est pas chez nous, rappelez tel numéro, etc. Et tout le monde a connu. Et là, il a fait. Il faut casser ces silos, mais avec beaucoup d'agilité. Il faut être très très rapide. D'où notre projet, notre programme qu'on monte avec Salesforce depuis 6 mois sur le service cloud. C'est que quiconque dans l'entreprise aura le même outil. Quand il aura le client, il aura le même outil devant lui et il pourra prendre la responsabilité immédiate pour sa satisfaction client. L'expérience, il ne doit pas y avoir de couture. On ne peut pas le mettre en stand-by 10 jours, 15 jours, le client, attendez. S'il attend, il s'en va. Ça veut dire quoi en termes d'outils, Sébastien? Ça veut dire une base de données toujours à jour, mais qui ne doit pas
qui doit être renseigné un peu automatiquement parce qu'on ne va pas demander à chacun des vendeurs ou à un téléconseiller de se mettre derrière sa machine et Alors, Boris Le Poutre et puis réagir. c'est une base de données, c'est un outil qui permet. Alors maintenant, on parlait des objets connectés. Le client, il aura son iPad, son smartphone, il viendra et le vendeur aura le même. Ils auront la fiche client, on aura la même fiche client, etc. Donc on sera tout sur le client qui compte dans l'entreprise. Et avec des technologies très simples à mettre en place. L'avantage de Salesforce là-dessus, c'est d'être en cloud. Et pour une entreprise comme nous, on est plutôt challenger. On n'a pas une armada de développeurs et tout. Ouais, vous n'allez pas C'est mettre d'être des sur le data cloud centers et toujours avoir la base de données en temps et en heure, Sébastien alimentée. Zins de Salesforce. Oui, on sait qu'effectivement, on a un degré d'enrichissement de la donnée client qui sans cesse s'accélère. Boris cite à l'instant les objets connectés. On sait qu'il y a énormément d'entreprises qui réfléchissent à des nouveaux business models basés sur des modèles à souscription, avec en sous-jacent des objets connectés qui vont donner de l'information sur de la vente de produits classiques. On a une transition assez forte. Je vous coupe à l'instant, j'ai même entendu un fabricant d'articles de sport qui disait mais nous dans quelques années c'est le service qu'on vendra et la chaussure de sport, Bien le maillot sûr. de sport ce sera le cadeau qu'on donnera lorsqu'on sera abonné. Absolument, ça pénètre tous les secteurs d'activité. On voit aujourd'hui des gens qui vendent du parquet en mode souscription, à l'usage. Donc les objets connectés viennent transformer le champ des possibles. Et ce qui est sous-jacent à tout cela, c'est si on doit continuer à avoir ce paradigme-là du sans couture, de l'omnicanalité. Donc l'enjeu pour les marques aujourd'hui, c'est comment anticiper cette évolution et l'avenir qui se présente à eux, tout en conservant ce modèle-là. Et donc ce qui est fondamental, et la vision et notre vision de Salesforce dans cette trajectoire-là, c'est bien d'avoir cette notion de plateforme sous-jacente qui va permettre d'engager le client, quels que soient les points de contact que le client va employer avec sa marque. On évoquait tout à l'heure les différents canaux. Les objets connectés vont devenir un canal de plus demain qu'un client va emprunter, peut-être d'ailleurs malgré lui, pour contacter sa marque. Donc comment effectivement offrir cette vision-là? C'est avec une plateforme unique, intégrée, qui permet de développer ces parcours clients sans couture. Et je rejoins Boris, d'aller vite. L'essentiel, c'est la vitesse. Si on met 3 ans à mettre en place un parcours, c'est plus cohérent avec le marché, les enjeux des organisations. On parle beaucoup d'agilité. Emmanuel Vivier, vous êtes cofondateur de Institute. Vous êtes allé en début d'année, justement, c'est au salon NRF. Alors, il y a le salon CES Las Vegas, et il y en a un aussi très important, et je pense qu'il était bien plus intéressant que le CES et le NRF à New York. Donc, c'est tout le monde du retail. Hein. Tout à fait. Et là, vous avez eu pas mal de choses. Et on a vu des cabines d'essayage connectées. Enfin, il y a plein de choses nouvelles. Mais justement, ça fait autant de points de contact dissociés, parce que si maintenant la cabine d'essayage est connectée, on peut récupérer des informations aussi. Enfin, faut essayer et puis ensuite, il faut un peu agréger tout ça. Alors effectivement, en fait, je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'était bien dit, c'est de se dire finalement, on n'est pas juste concurrent de nos concurrents, on est concurrent avec ce que l'habitude qu'ont les gens maintenant en termes d'expérience client. Aujourd'hui, quand on a Uber, Airbnb, Amazon, etc., voilà, on veut la même chose pour tous les marques avec lesquelles on travaille. Donc effectivement, on voit plein de nouveaux dispositifs arriver, des étagères connectées, des présentoirs. Alors attention, de temps en temps, quelques gadgets. C'est vrai que le retail est assez exigeant en termes de solidité, voilà, faut que ça tienne le choc quand on a beaucoup de gens qui passent dans le magasin. Mais c'est là aussi où ça montre l'intérêt derrière d'avoir une plateforme finalement assez globale et simple à déployer, parce que tout redévelopper en interne, être capable de maintenir sur tous ces points de contact la technologie, ça n'a plus de sens. On ne peut plus le faire. Donc il faut s'appuyer effectivement aujourd'hui sur des acteurs comme Salesforce qui vont permettre de dire nous on maintient les connecteurs, on vous propose finalement une sorte de framework qui va permettre de plugger énormément de choses, et finalement c'est cette interopérabilité, cette capacité à créer la bonne plomberie pour chaque retailer avec son logiciel de caisse, avec ses nouveaux points de contact, avec ses objets connectés, qui va faire que oui, demain on a une data qui est propre, qui est rapidement bien utilisée, qu'on va pouvoir activer pour faire pas mal de choses derrière en connaissance client. Alors, autre chose aussi, ce que change le numérique, alors on en a parlé dans d'autres séquences vidéo aujourd'hui, dans l'industrie, on voit que les objets connectés, ça change pas mal de choses, ça peut même permettre à l'industrie de renaître, d'avoir un deuxième, ça va donner un deuxième souffle. On a eu aussi Mathieu Ricard qui est venu nous parler de bienveillance, donc avec le numérique, on redécouvre un peu le côté collaboratif, le côté de se redécouvrir certains, au-delà de l'aspect humanitaire aussi qui peut aider le numérique. Et puis là, moi, je me demande si le numérique pourrait pas aussi être... on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de commerces qui désertent les centres-villes des petites villes de 15 à 40 000 habitants. Est-ce qu'aujourd'hui, le numérique pourrait aider à repeupler un peu, à recommercialiser les centres-villes? Oui, alors on voit effectivement beaucoup d'initiatives, notamment dans la partie click and collect, c'est-à-dire
Et on voit une déconstruction des parcours d'achat de plus en plus, où on a des clients qui vont en magasin, qui achètent et qui veulent se faire livrer, au contraire des clients qui achètent sur le web et qui veulent aller collecter en physique. Donc toute cette réarchitecture, cette réurbanisation, on va dire, des modes d'achat vont faire que des centres-villes vont sans doute retrouver une relation de proximité, ce qui est aussi un enjeu pour les marques de conserver ce rapport à leurs clients, puisqu'ils vont aussi déléguer une partie de la relation à des tiers avec un contrôle qui va devoir être délégué. Donc effectivement, je pense que on a besoin de réhumaniser. On a besoin de réhumaniser la relation à la marque, et cette réhumanisation, elle va se faire par du physique, essentiellement. Donc chaque marque va trouver son passage, sa voie, en fonction de ses produits, de ses services, de ses moyens, de son organisation. Et puis il y a aussi des usages qui vont se mettre en place progressivement, mais très clairement, je pense que les gens sont aussi en attente d'avoir une relation de proximité, et les centres-villes vont retrouver certainement, vont donner cette capacité-là aux marques. Emmanuel. Alors on va être clair, de toute façon, avec du retail physique, on ne peut pas se battre sur la taille du choix, on ne peut pas se battre forcément sur les prix. Donc il faut réenchanter ce lieu de vente, il faut qu'on lui donne une vraie raison d'être. Et la raison d'être, c'est plus forcément d'ailleurs de vendre, ça peut être de vivre quelque chose, de vivre une expérience, de tester un produit, quitte à l'acheter, pourquoi pas plus tard, ou se le faire livrer, ou à la limite de l'acheter en ligne et de venir le chercher en point de vente. Mais je pense que cet échange humain avec le vendeur, avec le service, avec le conseil, et puis c'est effectivement, on voit des nouveaux concept stores où à la limite on vient travailler, là il y avait Lululemon, on vient carrément faire des cours de yoga dans le point de vente, mais on peut acheter des vêtements. À la limite, il y a une espèce de coworking, on peut venir travailler avec sa start-up pendant la journée. Donc c'est aussi recréer sa place dans la cité et finalement créer quelque chose d'assez interactif, d'assez riche, où oui, il y a de la data, mais elle est toujours au service de l'expérience. Et effectivement, je pense que ça permettra de redynamiser pas mal de choses dans les points de vente. Boris Lepoutre, directeur marketing d'Alinea, sur cette redynamisation des points de vente. Il y a la redynamisation, et je pense qu'on peut même parler de la revanche du physique sur le digital. Il y a 10 ans, on disait les magasins c'est terminé, tout le monde va acheter sur Internet. Et là, c'est le contraire. Et je pense que tous les outils qu'on découvre, les objets connectés, tous les outils dont ceux de Salesforce, permettent de casser tous les silos qui sont en entreprise. Et le digital crée du trafic, mais dans le physique. Et là, moi, je vois les magasins, dès qu'on les applique, dès qu'ils sont digitalisés, dès qu'ils ont les outils qu'il faut, mais c'est des parts de marché énormes qu'on gagne, mais il faut les impliquer. Click and collect, nous, on a donné le chiffre et la marge au magasin. Maintenant, dès qu'on a des ventes sur Internet, l'adresse IP, si elle appartient à une zone de chalandise, c'est pour le magasin. Et ça ne fait que, c'est le meilleur ambassadeur qu'on ait, c'est le client physique. Il y a quelque chose qui a changé, je me souviens, c'est une autre marque de meubles. Je me souviens d'un DSI à l'époque qui me disait, voilà, on a un souci, c'est que le vendeur, il est avec sa tablette au sein du magasin, il est dans le rayon canapé, et la personne veut aller dans le rayon cuisine, et donc le vendeur, il peut l'accompagner avec sa tablette, mais il n'était plus intéressé en termes de salaire à la partie cuisine. Donc du coup, ça se bloque un peu. Ça veut dire aussi qu'il faut casser des silos, faut casser. Ouais. À partir du moment où on a un bon vendeur de meubles, il peut vendre le meuble qu'il faut, il a sa tablette, etc. Il faut tout mettre derrière en place. Après, c'est effectivement des back-office qui sont peut-être compliqués. Le client, il veut pouvoir choisir. Il va dans les magasins, mais il faut que ce soit de plus en plus rapide. On parlait d'agilité. Derrière l'agilité, il faut voir simplicité, rapidité. Sébastien Sins. Oui, et puis je pense aussi que on voit bien qu'il y a une transition historique vers le fameux passage vers la gestion de cycle de vie client, on quitte la vente de produits et de services. Et ce qui est souligné là, finalement, c'est la capacité à vendre des solutions. C'est-à-dire que finalement, demain matin, quand je vais déménager, quand je vais évoluer vers un nouvel environnement physique chez moi, je vais peut-être vouloir être plus accompagné dans une vision qui correspond à ma solution. Et cette notion de solution, on va la vivre énormément autour de la maison connectée qui va devenir, qui est la grande bataille des années à venir avec les objets connectés derrière. Mais la maison connectée, chaque acteur le trouve avec son angle à lui, que ce soit les constructeurs, les équipementiers ou autres. Mais on va vraiment vers la vente de solutions. Et qui dit vente de solutions dit accompagnement du client dans le temps. Et ce modèle sous-jacent qu'on commence à venir voir, qui pointe le bout de son nez de plus en plus fort, qui est cette notion de vente par souscription où je vais commencer à rester proche de mon client, où je ne vais plus vendre que du produit, mais dans le temps, ce que l'on fait nous depuis maintenant 17 ans, vendre une solution où on va accompagner son client et rester proche de lui. Ce qui change les marges, qui change le rapport du business model, ce qui change radicalement le rapport du client à sa marque. Et ce qui change aussi aujourd'hui, Emmanuel Viguier de Basin Suite,
on essaie d'avoir davantage de personnalisation. C'est à partir de toutes ces données, on veut aussi que rendre le client. C'est pas tout de dire vous êtes unique, cher client, mais voilà, on le rend vraiment unique, son client. Là, c'est vrai que finalement, on parlait dans les années, il y a 10-15 ans de marketing one-to-one, mais les outils n'étaient pas prêts. Oui. Finalement, là, ça y est, on y arrive vraiment, que ce soit dans le marketing et la pub, on peut quasiment maintenant avoir des campagnes ciblées individuellement et personnalisées dynamiquement individuellement, mais on arrive aussi à demain pouvoir dire voilà, j'arrive en point de vente, je suis reconnu, on sait ce que j'ai acheté en ligne ou dans un autre point de vente, et on va pouvoir vraiment m'aider ou m'accompagner de manière vraiment personnalisée et sur mesure. Oui, Sébastien Zins de Salesforce. Les outils étaient peut-être pas prêts, mais les organisations non plus n'étaient pas matures. Bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui, une des prérogatives que les organisations vont devoir adopter, c'est casser. On posait la question ce matin, est-ce qu'on doit casser les silos? Je ne sais pas si on doit casser les silos. En revanche, les organisations qui gagneront, c'est les organisations qui seront travaillées en transversal. Et on dit souvent, Salesforce, c'est une vision, une gouvernance et de la vitesse. Si on n'a pas cette gouvernance-là, si on n'est pas capable de travailler le retail, le web, le marketing, le canal à distance, d'avoir une vision unique et transversale, les organisations auront du mal à avancer, à fournir ces parcours clients. Oui, Boris Lepeu d'Alina, donc il faut à la fois une plateforme technique et il faut un système de gouvernance, quelque part. Et oui, il faut travailler transversalement et il faut... Alors, casser les silos, c'est peut-être un grand mot, parce qu'il y aura toujours des services dans une entreprise. Oui, puis dès qu'on dit qu'il faut casser, ça peut effrayer un peu. Dans chaque service, il faut travailler autrement. On n'achète plus les médias comme on les achetait. On n'a pas des médias pour une cible. On achète un média maintenant avec un ROI parce que le digital nous a dit qu'il fallait du ROI derrière. Tout a changé et il faut que les gens travaillent autrement en disant oui, il faut personnaliser parce que l'expérience, elle est unique. Même si on peut dire qu'il y a des segmentations de marché et ça ne suffit pas pour vivre. Et il est là, le travail. On se retrouvera certainement l'année prochaine si le Salesforce World Tour marque à nouveau une étape à Paris. Et on parlera encore de la relation encore plus personnalisée. C'est vers là que l'on va, Sébastien Zins, et ce sera le mot de la fin. Oui, alors effectivement, on parle beaucoup de precision marketing, de personnalisation de la relation. Je pense que un des grands enjeux de demain, et on lit ce matin, c'est que faire de ces données. Et tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est prédiction et anticipation fait sans doute partie des clés de l'avenir pour Salesforce comme pour beaucoup d'acteurs. Eh bien, merci à tous les trois d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis pour cette séquence vidéo. Donc, voilà, on a abordé beaucoup de sujets encore aujourd'hui et encore dans cette séquence sur les objets connectés. On se retrouve bien très bientôt à nouveau sur ce Salesforce World Tour. À bientôt.